Donc, comment est-ce qu'on peut envisager ce changement d'échelle de l'économie sociale et solidaire dans le cas français? Je crois qu'on peut profiler 3 scénarios qui sont des scénarios qui implicitement renvoient à une façon d'envisager le changement d'échelle qui est radicalement différente. Le premier scénario, c'est celui, disons, du prolongement de l'économie sociale traditionnelle. L'économie sociale et solidaire ne serait finalement qu'une modification à la marge de ce qu'était auparavant l'économie sociale. Si on est dans ce scénario-là, on voit bien qu'on va continuer à avoir une séparation très marquée entre les différentes composantes de l'économie sociale et solidaire, puisque l'on va avoir d'un côté le modèle coopératif, qui dans l'économie sociale et traditionnelle a toujours été le modèle qui a été valorisé, qui a été privilégié, qui a été posé comme le modèle par excellence de l'économie sociale. Et on va avoir d'autres composantes, je pense en particulier à la composante associative, qui vont finalement être beaucoup moins prises en compte dans la manière dont on envisage l'économie sociale et solidaire. On voit bien que ce scénario, il est déjà en place, puisque quand on renvoie par exemple aux spots publicitaires, promotionnels de l'économie sociale et solidaire qui ont été faits au moment de la loi, la plupart du temps, on prenait quelques jeunes qui sont dynamiques et qui sont en train de créer une coopérative dans les nouvelles technologies pour justement montrer que l'économie sociale et solidaire était moderne et tout à fait adaptée à son temps. Mais ceci, en fait, nous fait oublier ce qui est la réalité de l'économie sociale et solidaire d'aujourd'hui. C'est-à-dire que 80% de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire, ce sont des emplois dans l'action sociale et médico-sociale. 80% de ces emplois dans l'action sociale et médico-sociale sont tenus par des femmes. Et donc, je crois qu'il est important de ne pas se laisser embarquer dans une conception trop marquée par l'entreprise au sens habituel du terme, même si elle est amendée par le statut coopératif, et qu'il faut essayer de prendre en compte l'ensemble des éléments qui sont ceux de l'économie sociale et solidaire, et de ne pas entretenir de manière trop forte ce clivage entre une économie sociale de marché, qui serait celle par exemple des coopératives, et une économie sociale non marchande qui resterait négligée et qui serait celle de l'ensemble associatif, parce que cet ensemble associatif, il prend de plus en plus de place. Et on voit bien que cet ensemble associatif, il est bouleversé aujourd'hui par le fait que l'on a de plus en plus adopté des régulations concurrentielles qui ont été préconisées par les politiques économiques de ces dernières décennies, et que finalement s'applique au monde associatif ce qui est aussi appliqué au monde public, c'est-à-dire l'idée d'une nouvelle gestion publique, d'une nouvelle façon d'appréhender les activités qui amène à négliger de plus en plus les subventions pour mettre l'accent sur les appels d'offres, les formes concurrentielles des offres associatives qui diminuent finalement les possibilités qui étaient propres aux associations. On l'a vu récemment à travers ce qui a été fait des emplois aidés. Donc on a une restriction des financements associatifs qui amène de plus en plus à adopter une nouvelle forme de management dans ces associations qui pose de plus en plus problème en interne. Ce que l'on voit aujourd'hui dans des associations de plus en plus nombreuses, c'est qu'on a été chercher, non pas comme avant dans les associations, des gens qui venaient des métiers du social, mais des gens qui étaient des spécialistes de la gestion. Et ces spécialistes de la gestion ont essayé de répondre aux nouvelles contraintes concurrentielles, mais ce faisant, ils se sont isolés finalement des autres salariés de ces mêmes associations. Donc on a de plus en plus des difficultés au sein même des associations parce qu'il y a une partie des dirigeants qui est focalisée sur les nouvelles contraintes et qui dit qu'il faut absolument expliquer ça mieux aux salariés pour qu'ils comprennent dans quelles contraintes nous sommes aujourd'hui, et des salariés qui sont très empreints d'un modèle professionnel et qui
considèrent que ces dirigeants les ont trahis parce qu'ils n'arrivent pas véritablement à les soutenir et à leur permettre d'avoir les possibilités d'action qu'ils souhaiteraient. Donc on voit bien que ce premier scénario, il est en train d'entretenir les clivages au sein du monde de l'économie sociale et solidaire, et il est également en train d'entretenir des clivages qui sont de plus en plus marqués au sein même des composantes de l'économie sociale et solidaire, et en particulier des composantes associatives. Donc, si on a uniquement cette vision managérialiste, entreprisiste de l'économie sociale et solidaire, si on fait que l'économie sociale et solidaire doit uniquement se justifier par l'augmentation de son chiffre d'affaires, je crois qu'on risque de se retrouver face à une impasse, c'est-à-dire le fait que finalement l'économie sociale et solidaire, comme elle l'a trop fait dans son histoire, est happée par le modèle dominant et finit de plus en plus par lui ressembler, et donc de moins en moins par attirer les nouvelles générations qui justement sont sensibles à un certain nombre de problèmes de société et qui ne trouveraient pas dans cette économie sociale et solidaire trop managériale la réponse aux questions qu'ils se posent. Donc il y a un premier scénario qui est un scénario très très économique où l'on va essayer d'augmenter le chiffre d'affaires des entités de l'économie sociale et solidaire. On va être dans un prisme productiviste et on voit bien que celui-ci n'arrive pas véritablement à reformer une dynamique solidaire au sein même de l'économie sociale. Donc ça, c'est un premier scénario qui, aujourd'hui, est en train de s'essouffler considérablement parce qu'il est obnubilé par la crédibilité économique et que cette crédibilité économique aboutit finalement à annuler la spécificité de l'économie sociale et solidaire et à la faire finalement converger avec un modèle dominant qui, justement, est un modèle qui ne résout pas les problèmes de société majeurs. Le deuxième scénario, c'est un scénario encore plus en rupture par rapport à l'histoire que nous avons parcourue, c'est-à-dire un scénario qui aujourd'hui est principalement mis en œuvre dans les pays d'Amérique du Nord et les pays d'Asie, mais qui est en train de venir en Europe continentale et d'occuper le terrain sur cette partie du monde, c'est l'idée que finalement l'économie sociale et solidaire demain pourrait se résumer à un capitalisme à but social. C'est-à-dire l'idée que finalement on n'a qu'une seule façon de faire de l'économie de manière efficace, c'est celle qui a été mise en œuvre dans le capitalisme, mais au sein du capitalisme, on pourrait avoir une composante qui admet un but social. C'est le modèle qui a été promu de manière extrêmement forte au niveau mondial par Mohamed Yunus. C'est cette idée d'un social business qui renvoie l'économie sociale et solidaire historique à finalement une forme qui serait dépassée et qui essaye de fonder une nouvelle économie sociale et solidaire qui serait uniquement le social business, avec l'idée que le social business serait l'économie sociale et solidaire de demain et se réduirait à un capitalisme à but social. On voit bien que ceci est aussi articulé avec la question de la responsabilité sociale de l'entreprise et est également de plus en plus outillé par un certain nombre de moyens, qui sont les moyens, par exemple, des investissements à impact social, où on essaye de voir comment est-ce que des financeurs privés pourraient venir abonder ce social business. On a des formes d'évolution qui vont incontestablement dans ce sens-là. C'est aussi soutenu par des mouvements au niveau international comme le mouvement de venture philanthropie, c'est-à-dire une philanthropie qui soit plus soucieuse de sa rentabilité sur investissement. Et ce qui est finalement paradoxal dans ce modèle du social business, c'est qu'on en revient au XIXe siècle à travers l'idée que c'est l'action privée philanthropique qui est la plus à même de résoudre les questions sociales auxquelles on ajoute aujourd'hui les questions écologiques. Et donc, on a finalement une manière de soustraire
au domaine public, au domaine politique, au domaine démocratique un certain nombre de questions et de considérer qu'ils vont bien être bien mieux résolus, ces questions, par l'action d'acteurs privés. Donc on voit bien que ceci est implanté dans le cadre d'une société de plus en plus inégalitaire. C'est-à-dire que finalement le social business, il est sous-tendu par la constitution d'un ensemble d'acteurs privés qui sont devenus richissimes et qui aujourd'hui peuvent diriger une partie de leur richesse vers des actions à but social. Mais on voit bien que ça ne vient à aucun moment contester finalement la manière dont s'est constituée cette richesse et la manière dont elle a produit des inégalités. On retrouve là aussi cette propension de la philanthropie depuis le XIXe siècle à s'attaquer à la pauvreté, mais à aucun moment à ne remettre en cause les inégalités. Et là, on voit bien que de ce point de vue-là, ce modèle, ce second scénario, qui est le scénario finalement d'un capitalisme moralisé, c'est un scénario qui laisse sans réponse la question de l'augmentation des inégalités et la question de la manière dont il peut y avoir une croissance insoutenable qui soit menée aujourd'hui par ces mêmes acteurs privés. Donc je pense qu'il faut envisager un troisième scénario, qui est un scénario, je crois, qui permet d'envisager, sans tomber dans les écueils des deux premiers scénarios, un changement d'échelle. Mais ce changement d'échelle suppose de penser autrement, d'agir autrement. Et donc, ce changement d'échelle, c'est aussi un changement de l'échelle à travers laquelle on évalue l'économie sociale et solidaire. Pour arriver à un changement d'échelle qui ait du sens, il faut changer l'échelle, c'est-à-dire ne plus évaluer de la même façon l'économie sociale et solidaire, ne plus l'évaluer au regard de l'augmentation de son chiffre d'affaires, même si celui-ci peut avoir une importance, mais l'évaluer sur la manière dont l'économie sociale et solidaire peut contribuer d'une manière constructive à la transition écologique et solidaire dont nous avons besoin. Et ça amène à inscrire l'économie sociale et solidaire dans ce troisième scénario, dans une perspective d'économie plurielle et de démocratie plurielle. Ça veut dire que l'économie sociale et solidaire ne doit pas être évaluée uniquement comme une autre forme d'organisation, elle doit être évaluée au regard de ce qu'elle peut apporter aux territoires et aux populations qui vivent sur ces territoires. Et on constate qu'il y a toute une partie de l'économie sociale et solidaire qui va dans cette direction, qui est une direction qui va lui donner pour demain, si elle l'adopte, une légitimité plus grande au regard de nos concitoyens. Il y a un certain nombre de coopératives aujourd'hui qui, de plus en plus, jouent l'intercoopération, mais aussi les liens avec d'autres entreprises locales et des associations pour essayer de mailler sur un territoire des réponses qui soient des réponses beaucoup plus adaptées. Parce qu'on dit aujourd'hui que l'ensemble de l'économie est capitaliste, mais ça doit tout à fait être relativisé parce qu'il y a un certain nombre d'évolutions dans l'économie contemporaine qui fait que l'économie s'est détachée des territoires, qu'elle est aujourd'hui une économie volatile dans l'ensemble du monde qui choisit ses localisations en fonction des opportunités de profit. Mais ce n'est pas l'intégralité de l'économie marchande. Il y a une économie marchande qui est restée beaucoup plus territorialisée avec des PME, avec des commerçants, avec des artisans. Et c'est avec ceux-ci et non pas avec les grands groupes que l'économie sociale et solidaire peut faire des alliances. À travers de nouvelles formes de coopératives, on a vu les sociétés coopératives d'intérêt collectif qui permettent justement d'être plus ouverts à des sociétaires du territoire. Elle peut aussi s'articuler avec le milieu associatif et il y a de nouvelles dynamiques territoriales qui sont en train de se constituer. Il faut également que l'économie sociale et solidaire ne néglige pas sa composante associative, contrairement à ce qui est le cas dans le premier scénario que l'on a esquissé. Et les associations ne doivent pas s'enfermer dans un managérialisme, mais au contraire cultiver ce que Bloch-Léné appelait leur spécificité méritoire. C'est si les salariés
et les usagers citoyens trouvent dans les associations qui leur rendent des services des possibilités d'expression de leurs demandes qu'ils ne trouvent pas dans d'autres entreprises privées ou publiques, que l'économie sociale et solidaire, que les associations de demain pourront asseoir leur rôle sur les territoires. On a un certain nombre d'exemples aujourd'hui d'associations qui ont connu des essors et des renforcements de légitimité de la part des populations vivant sur les territoires parce que justement elles se sont démarquées de ces contraintes gestionnaires pour essayer de renforcer ce qui est la participation et l'implication de leurs salariés, de leurs usagers comme de leurs bénévoles dans de nouvelles façons finalement d'envisager les services au plus près de ce que sont les besoins du territoire. Donc on a une possibilité d'enrichir, c'est pour ça qu'en plus d'une économie plurielle, c'est-à-dire d'une économie plus diversifiée sur les territoires, répondant mieux aux besoins de ceux-ci, on a aussi la possibilité, finalement, à travers l'économie sociale et solidaire, d'aller dans le sens d'une démocratie plurielle, c'est-à-dire d'enrichir la démocratie représentative par des formes plus participatives et délibératives de démocratie. C'est finalement, si nous arrivons à trouver des fonctionnements économiques qui, pour les services qui sont les services dont nous avons besoin tous les jours, peuvent être ancrés dans une forme d'implication et de participation plus forte, que nous allons trouver de nouvelles voies pour l'économie sociale et solidaire. Ceci est déjà en train de se faire, mais ça suppose effectivement de changer l'échelle et de ne plus évaluer l'économie sociale et solidaire d'une façon qui soit alignée sur le modèle économique dominant. Ça veut dire d'éclairer ce que fait l'économie sociale et solidaire par rapport aux populations, par rapport aux territoires, par rapport à ces dynamiques citoyennes qui sont celles qui, aujourd'hui, peuvent donner une nouvelle force à l'économie sociale et solidaire. On constate par exemple que les formes parmi les plus dynamiques de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui, ce ne sont pas des entreprises au sens strict, ce sont par exemple des circuits courts qui vont permettre de nouvelles relations entre les producteurs et les consommateurs. Je crois que c'est autour de cette économie sociale et solidaire plus accessible à la participation citoyenne que nous avons une possibilité de trouver un troisième scénario dans lequel l'économie sociale et solidaire n'est pas un secteur à part, mais est une manière d'irriguer la société pour que la société de demain soit une société plus ouverte à la diversité. Nous avons besoin effectivement d'une biodiversité, mais nous avons également besoin d'une sociodiversité sur le plan économique et social, et c'est ce à quoi peut contribuer l'économie sociale et solidaire dans ce troisième scénario. Donc je crois que l'idée de changement d'échelle doit nous amener plus loin, c'est-à-dire de voir finalement quelle est l'échelle à travers laquelle on peut évaluer l'économie sociale et solidaire et quel rôle elle peut jouer non seulement dans l'économie de demain, mais plus largement dans un monde qui permette aussi des opportunités de participation plus fortes pour chacune d'entre nous. On sait que ce qui est en train de se passer au niveau international est extrêmement inquiétant. On voit qu'il y a une montée des extrémismes parce que finalement, l'économie s'est de plus en plus éloignée des populations et des territoires. Il faut que l'économie sociale et solidaire nous permette de revenir à une économie qui soit au service des êtres humains et non pas autonomisée. Et c'est dans ce sens-là, à mon avis, que l'on peut avoir un changement d'échelle qui a du sens.